Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent L'enfant de l'autre, petit traité sur la famille recomposée. De Claudine Pâques et Catherine Selnay. Pour ma mère, je suis la dernière de ses enfants, et pour mon père, je suis au milieu parce qu'il en a eu 2 autres. C'est vrai que ce n'est pas facile de jouer sur les 2 registres. Mon temps d'adaptation, c'est le voyage entre les deux 600 km. En 7 heures, je dois me mettre vite dans la peau d'une grande sœur qui doit jouer avec ses petits frères. En France, 250 000 enfants connaissent chaque année la séparation de leurs parents. On dénombre environ 720 000 familles recomposées au sein desquelles la majorité des enfants vit avec un parent et un beau-parent. Ces métamorphoses de la famille sont désormais bien ancrées dans nos sociétés. Elles s'accompagnent d'un ensemble de représentations, de visions catastrophistes ou idéalistes. Mais qu'en pensent les principaux concernés? Ce livre retrace les évolutions de la famille en prenant comme grille de lecture un angle à la fois littéraire, psychologique, sociologique et juridique. Les 2 auteurs nous offrent ainsi une analyse complète des métamorphoses de l'intimité de ces familles, prenant appui sur de nombreux témoignages d'enfants et de beaux-parents. Claudine Pâques enseigne la communication et les métiers du livre. Elle est co-auteure de L'enfant préféré, Belin, 2013. Catherine Selnay est professeure des universités en sciences de l'éducation. Psychologue clinicienne, docteur en sociologie et titulaire d'un master de droit, elle est auteure d'une vingtaine d'ouvrages sur la famille et co-auteure de L'enfant préféré, Belin, 2013. Préambule. Tout le portrait de sa mère. Tel père, tel fils. L'apostrophe est violente ou douce, réprobatrice ou émerveillée, flatteuse ou honteuse. Peu importe, elle vient dire que l'autre existe. On est toujours l'enfant de l'autre puisque né de 2, mais cet autre est plus ou moins l'intrus, un rappel d'un ailleurs plus ou moins bien accepté. On est encore plus l'enfant de l'autre dans les cas de procréation médicalement assistée, d'adoption, de famille recomposée. C'est dans ces dernières configurations familiales que ce livre s'enracine. Non que ce phénomène soit récent, puisque les contes de notre enfance en portent la trace, mais de la recomposition du veuvage à celle du divorce, bien des choses ont changé, modifiant les représentations et les images de cet autre qui s'invite dans la vie de l'enfant. Si l'on estime avec l'INED qu'environ 145 000 couples avec enfants se séparent chaque année, ce sont environ 250 000 enfants qui connaissent chaque année la séparation de leurs parents, dont 140 000 leur divorce. Selon l'INSEE, en 2011 en France métropolitaine, 7 enfants sur 10, 71%, vivent dans une famille traditionnelle avec leurs 2 parents. Les autres vivent dans une famille monoparentale, 18%, ou dans une famille recomposée, 11%. Ainsi, 1,5 million d'enfants de moins de 18 ans vivent dans 720 000 familles recomposées où les enfants ne sont pas tous ceux du couple actuel. 940 000 d'entre eux vivent avec un parent et un beau-parent, le plus souvent avec leur mère et un beau-père. Les 530 000 restants vivent avec leurs 2 parents, mais partagent leur quotidien avec des demi-frères ou demi-sœurs. Dans une société qui plus que jamais démultiplie les figures parentales auprès de l'enfant, la question de l'autre fait alors irruption, aussi bien d'un point de vue psychologique que juridique. Parler de l'enfant de l'autre, c'est interroger in fine la question des places, des affiliations, des appartenances. Le thème devient tellement central qu'il anime même la réflexion des vacanciers. Si vous vous sentez un puzzle, lance le journal Libération pour annoncer son divertissement de l'été 2014, pendant 6 semaines, Inventer une famille. Le jeu s'intitule « Ma famille recomposée » et consiste à découper des vignettes quotidiennes et à les reporter selon sa fantaisie et ses choix sur la silhouette proposée dans l'édition du week-end. Ainsi, semaine après semaine, chacun choisit les éléments qui lui plaisent et compose à son gré la nouvelle femme de papa, l'oncle à personne, la demi-frère, la fille de l'autre, le tuteur légal, la copine de maman. Face aux déchirures des familles, le journal choisit le regard positif et l'humour. 2 pièces rapportées en mariage pour tous, le cliché de la famille a pris un coup de jeune, déclare-t-il en une joyeuse affirmation, et il propose au lecteur de réunir ce petit monde, et de créer sa famille recomposée.
Ces places et ces représentations de l'autre, nous les interrogerons, très sérieusement, mais non sans humour, dans leur complexité. Du point de vue de l'enfant qui va devoir composer avec cet autre, nouvelle figure aimée et élue par l'un des parents. Mais aussi du point de vue de l'adulte qui accueille l'enfant de l'autre, comme figure vivante d'un ailleurs et d'un passé, le prolongement du parent quitté ou parti. L'autre se dédouble, il est à la fois l'enfant et le parent additionnel, sans parler des maisons en double, des anniversaires, des fêtes, des vacances, des modes d'éducation. La diplopie pour horizon. Dans cette aventure, la société se positionne, elle propose des modèles, dessine un cadre où loger chacun. Le jeu des 7 familles devient le jeu de cette famille 4, une mise en mots et en dessin de la séparation et de la recomposition familiale, sur un mode humoristique, censé donner aux enfants les clés d'une nouvelle vie. La première partie proposera une mise en contexte des métamorphoses de la famille, dans lesquelles les familles recomposées prennent place. Quelle représentation a-t-on aujourd'hui de celui ou celle qui pénètre soudain au cœur de l'intime, pour en modifier la teneur? Marâtre ou parâtre? Usurpatrice, succédanée de parents ou parents bi? Copain confidente? Comment le droit organise-t-il ce partage de l'enfant, son quotidien et ses déplacements? Autant de questions que nous observerons en extériorité de la scène, à partir des représentations que nous proposent les mythes, les contes et la littérature, mais aussi en rendant compte du regard que la société pose sur ces nouvelles façons de faire famille, tout en les construisant. Dans la deuxième partie, nous nous situerons au cœur de la séparation, en arpentant surtout la littérature jeunesse censée aider les enfants à vivre ces changements. Il s'agit de comprendre et de montrer comment la société parle de la séparation et de ce parent qui a déserté la scène ou qui en a été exclu en tout ou partie. Quelles raisons, bonnes ou mauvaises, trouve-t-on pour expliquer l'absence? Quel roman invente-t-on pour expliquer à l'enfant ce manque qui s'inscrit dans sa vie? Comment décrit-on ce parent qui reste dans les coulisses ou refuse de quitter la scène? Qu'éprouve l'enfant des livres, selon les adultes, à l'introduction d'une autre figure parentale? Quel rapport est-il censé négocier avec le nouveau venu? En d'autres termes, si les livres ont une visée consolatrice ou pédagogique, quel message délivrent-ils à l'enfant pour penser la vie partagée? La troisième partie se fera en intériorité, elle se centrera sur ce que disent les enfants, jeunes ou adultes, de cet autre qui a participé à leur naissance et dont ils sont séparés temporairement ou définitivement. Cet autre que rien ne remplacera, ou cet autre intermittent du spectacle de la vie, éclipse solaire ou lunaire, cet autre sans visage parfois, sinon celui de l'invention, celui des rêves, lorsque le départ du parent biologique a été précoce. Pour cette partie, les témoignages seront au cœur de l'analyse. Comment l'enfant se représente-t-il l'absent, en rêve-t-il? Quelles explications admet-il ou refuse-t-il, invente-t-il? Comment protège-t-il l'image et le territoire du parent biologique dans la recomposition familiale? Comment joue-t-il de l'entre-deux? Quelles émotions, quelles réactions, quelles comparaisons, quelles limites poser à celle ou celui qui offre une nouvelle version du faire famille? Y a-t-il substitution d'images, cohabitation, superposition, rivalité? Comment navigue-t-on de l'un à l'autre? La dernière partie, enfin, donnera la parole à ceux et celles qui ont pris la place de l'autre, accord défendant parfois. Comment coexister avec cet autre qui rappelle l'ailleurs, le temps d'avant? Dans les adoptions comme dans les familles recomposées, vivre avec l'enfant de l'autre est un rôle de composition. De la vilaine marâtre des temps anciens à la copine confidente, 2 images différentes sont proposées. La vilaine marâtre refuse l'enfant de l'autre pour ce qu'il est, un signe vivant du passé. La seconde fait alliance avec le passé, mais est-ce si simple d'endosser ce nouvel habit? Qu'en disent les intéressés? Entre le modèle proposé aujourd'hui, compréhensif et pacifié, et la réalité quotidienne, quelles difficultés, quels écarts? Le Club des Marâtres, association et groupe de parole pour les belles-mères en difficulté, a fêté ses 10 ans en 2013, preuve s'il en est qu'être belle-mère ne va pas de soi. Entre les conseils, les doutes, entre l'enthousiasme pour ces nouvelles tribus et un catastrophisme prophétique, ce livre cherche une autre voie, celle de l'écoute des petits et grands confrontés au sens même de ce qui fait famille,
à ce qui aujourd'hui la métamorphose. Première partie, refaire sa vie ou la poursuivre. Aimer, jusqu'à la déchirure. Aimer, même trop, même mal. Tenter, sans force et sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile. Jacques Brel. Plantons le décor de l'aventure, de la vie partagée, que nous allons parcourir. Tel un lever de rideau, chacun entrera en scène. Le père, la mère, les enfants, le beau-père, la belle-mère, les demi- et les quasi-frères et sœurs. Il y aura du monde dans notre histoire, des intrigues, des déceptions, des ruptures, des conquêtes, la vie en somme. Sénèque ne disait-il pas : la vie est une pièce de théâtre, ce qui compte, ce n'est pas qu'elle dure longtemps mais qu'elle soit bien jouée. Mais commençons par le début. Chapitre 1, Parents aujourd'hui, beaux-parents demain. De la carte du tendre au salon du divorce. Connaissez-vous la carte de tendre ? Celle inventée au XVIIe siècle par Madeleine de Scudéry qui, dans Clélie, décrit une représentation topographique et allégorique de la conduite et de la pratique amoureuse. On y trouve les agréables villages de Joli Vert, Billets Galants et Billets Doux. Dans cette sorte de géographie amoureuse se cachent aussi les pièges de l'amour, le lac de l'indifférence, la mer dangereuse des passions, d'où peut venir la rupture. Alors, pour vous protéger, ce petit conseil, Cap à l'ouest ou en Bretagne, taux de divorce 8 à 9%, et ses départements limitrophes, voire dans le sud du Massif central. C'est là qu'il faut aller si vous voulez optimiser vos chances de ne pas divorcer. Non que le temps y soit plus clément, mais la carte du tendre recoupe celle de la religion. Évitez en revanche Paris et son Moulin Rouge et le sud de la France, où les taux de divorce sont respectivement de 15,8% et 16,4%. Gare également aux amis, aux frères et sœurs, car le divorce est un phénomène contagieux, si l'on en croit la très sérieuse enquête de chercheurs nord-américains portant sur 12 000 individus, et intitulée avec humour « Se séparer est difficile, sauf si tous les autres le font aussi vite ». Les chiffres sont redoutables. Les personnes dont un des amis au moins a divorcé voient la probabilité de se séparer dans les 2 ans qui suivent augmenter de 147%. Si c'est un frère ou une sœur, le risque augmente de 22% et de 55% si c'est l'un de vos proches collaborateurs. Pour vivre heureux, vivons cachés. Avez-vous le profil pour lire ce livre ? En 2009, selon le ministère de la Justice, la durée du mariage des personnes ayant divorcé était de 12,3 années, avec un âge moyen pour l'homme de 45 ans et pour la femme de 43 ans et demi. Le quinquennat est critique. Le taux de divorce est maximal après 5 ans de mariage. Vient alors le temps de se rappeler le chant du poète. 2 amants séparés, leur couple à peine formé. Et ils se sont battus, ils se sont expliqués, volets fermés, volets fermés. L'explication fut longue, la bataille de courte durée, et ils se sont quittés. Chacun d'eux était fait pour s'entendre. Mais aucun pour écouter l'autre, tous deux avaient appris dans les mêmes livres les merveilles qu'ils disaient. Et comme c'étaient les mêmes merveilles, aucun d'eux n'était émerveillé. Jacques Prévert. Heureusement, au désenchanté du mariage, le salon du divorce ouvre ses portes. Créé par Anton Barz à Vienne en 2007, puis repris en France en 2009, le salon du divorce, appelé aussi le salon du nouveau départ, connaît un franc succès. On y trouve des stands sur la vente du domicile commun ou l'aide psychologique à donner aux enfants, sans oublier l'organisation de la fête du divorce, le choix d'une nouvelle coiffure pour redémarrer une nouvelle vie, ou le recours à un détective privé pour filer le prince charmant à l'indélicat. Le village Image de Soi s'occupera des personnes qui ont besoin de retrouver confiance en elles via des conseils de beauté ou de relooking. Enfin, une fois relooké, l'espace loisirs et rencontres propose des idées de voyage, de sport et des agences de rencontres pour tourner définitivement la page. Vous n'êtes pas concerné, croyez-vous, car comme Brassens, vous n'avez pas convolé en juste noces et avez refusé de graver votre nom au bas d'un parchemin. Mais ne vous croyez pas à l'abri, toutes les études montrent que les unions hors mariage sont plus fragiles encore. Tous à risque donc, et tout lecteur potentiel de ce qui va suivre. Ils vécurent heureux 3 ans durant. La jolie formule des contes d'autrefois ne fait-elle plus rêver ? Sans aucun doute si, mais même la biologie s'en mêle pour remanier la formule magique.
Loin des nécessités de la reproduction de l'espèce et d'une époque où les plus faibles survivaient en s'alliant, le couple ne peut désormais plus compter que sur l'amour pour durer. Or, dans son dernier ouvrage, Petits arrangements avec l'amour, Lucie Vincent, neurobiologiste et chercheur au CNRS, nous annonce que l'amour est un processus psychique de courte durée. 3 ans seulement pour que le cerveau retrouve ses esprits et que l'euphorie due à l'ocytocine cesse. D'où la proposition suivante pour les nouveaux contes du XXIe siècle. Ils vécurent heureux 3 ans durant, puis chacun poursuivit son chemin. Et les enfants, dans ces contes modernes? Première chose notable, dans les familles traditionnelles, les enfants ne sont pas si nombreux que cela. Avoir 2 enfants par couple est devenu la norme, et c'est déjà fort bien pour faire de la France le premier des pays de l'Europe sur le plan de la natalité. Ce sont les familles recomposées qui comportent désormais les fratries les plus nombreuses. La moitié des enfants concernés vivent dans une famille de 3 enfants et plus. Ce n'est le cas que du tiers des enfants dans les familles traditionnelles. Dans les familles recomposées avec au moins un enfant de l'union actuelle, 70% des enfants vivent dans une famille nombreuse, avec 3 enfants ou plus. La conclusion s'impose, c'est dans les familles recomposées que l'on peut dire « ils eurent beaucoup d'enfants ». La publicité ne s'est pas trompée de cible, elle invente en 2010 le spot Renault pour le véhicule grand scénique, parfait pour les familles recomposées. Les enfants vous le conseillent. Reprenons donc notre conte. Il était une fois un homme et une femme ou un couple homosexuel, libres ensemble, mariés, pacsés ou cohabitants, peu importe. Quelques années plus tard, c'est ensemble séparés que nous les retrouvons pour un nouvel épisode de Plus belle la vie, sous le régime de la coparentalité, l'art de vivre en bonne intelligence avec son ex dans l'intérêt des enfants. Être en co avec son ex, comment réussir sa séparation? Il ne s'agit pas d'un nouveau langage codé, mais bien d'une nouvelle façon de faire famille, à distance, dans la séparation. Le co, préfixe latin, variante de cum signifiant avec, exprime, selon le dictionnaire, le concours, l'union, la simultanéité. On est, et cela semble une évidence, coparents dès lors qu'il faut en principe être 2 pour faire un enfant. Pourtant, l'évidence éclate lorsque nous passons aux manifestations de cet assemblage. Le concours n'est pas l'union, et n'implique pas la simultanéité. On peut concourir à faire un enfant puis disparaître. L'opinion publique garde d'ailleurs en mémoire cette image de l'homme qui n'assume pas sa paternité et qui prend la poudre d'escampette. Autrefois, rien n'était pire que la situation de fille-mère. Le prix à payer en était l'opprobre et la qualification de bâtard pour l'enfant concerné. Cela était le cas de 5 à 6% des naissances hors mariage en 1950. En 2013, on assiste à un retournement de la norme, car 57,1% des naissances sont hors mariage, contre 37% en 1994. La bascule s'opère en 2006 avec 50,5% des naissances hors mariage. Ce qui était déviant dans les années 1960 devient la norme. Comme deviennent banales les familles recomposées, mode de vie de 1 enfant sur 10. Aujourd'hui, sans être forcément dans l'union, les pères reconnaissent de plus en plus leur responsabilité dans la naissance de l'enfant. Les 3/4 des naissances hors mariage sont aujourd'hui reconnues par le père, dont 94% dans la première année, contre 50% en 1980. On ne peut, par ce chiffre, mieux montrer l'implication des pères en progression constante. La coparentalité peut parfois s'arrêter là, à cette expression d'une responsabilité légale. La coparentalité peut aussi prendre la forme d'une union, pérenne ou temporaire, continue ou discontinue. Le de coparentalité dévoile curieusement la difficulté et la fragilité de cet assemblage qui aujourd'hui s'exprime par la montée des divorces. Le nombre des divorces a quadruplé depuis 1960. La probabilité de divorcer était de 10% en 1965, 20% en 1980, 30% en 1990 et 40% en 1995, elle est de près de 50% aujourd'hui. La vie à 2 n'est pas un long fleuve tranquille, mais à décharge pour les couples d'aujourd'hui, notons que ce parcours en commun s'est considérablement allongé depuis l'époque de nos ancêtres. La baisse de la mortalité permet désormais aux couples de durer, mais cette durée peut paraître trop longue.
Dans l'absolu, la durée potentielle de vie à deux est de 45 ans pour ceux qui se marient aujourd'hui, tandis qu'elle était de 17 ans au milieu du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, la coparentalité était de courte durée. Point n'était besoin d'inventer un mot nouveau pour l'imposer. Aujourd'hui, la coparentalité commence plus tard, 29 ans pour la première grossesse, mais se termine aussi plus tard, pour peu que l'on ait la chance d'avoir un Tanguy à domicile. L'union fait la force, dit-on, mais c'est bien parce que l'union n'est plus forcément la norme que notre société, par l'invention du terme coparentalité, tente de l'imposer à nouveau, au nom de l'intérêt de l'enfant à conserver ses deux parents. Convention des droits de l'enfant de 1989. Un nouveau modèle familial est né. Divisé mais ensemble, séparé mais lié, le parental doit résister au désamour et triompher du conjugal. À la discontinuité des amours, s'oppose la continuité de l'amour parental, indéfectible, inaliénable. La célèbre formule « le couple parental survit au couple conjugal », employée depuis la loi de 1987 sur l'autorité parentale conjointe, exprime le désir de toute une société de réussir le divorce à défaut d'avoir pu réussir l'union. C'est avec ce modèle que vont devoir composer les familles recomposées. De nombreux auteurs soulignent cependant les écarts entre le modèle d'un divorce soft, pacifié, et la réalité des pratiques des individus. Le divorce est loin d'apaiser les problèmes de parentalité. Chaque année, 70 000 divorces retournent en justice, dont 40 000 pour des pensions alimentaires non payées, 15 000 pour des problèmes de partage de l'autorité parentale et 10 000 pour des droits de visite. La parentalité ne se décline pas toujours dans un climat serein. L'idéal d'un divorce soft, civilisé, quasi consensuel, est écorné par la réalité et pourtant, dans les médias comme ailleurs, c'est ce modèle qui est prôné. Anne Vidali, dans l'hebdomadaire L'Express du 29 septembre 2005, résume avec humour la situation, avec un titre provocateur, « Jamais sans mon ex ». L'auteur note qu'avec la déferlante des divorces, l'ex a fait son entrée dans le jeu des 7 familles, aux côtés des pères, mères, grands-parents, frères et sœurs. C'est une nouvelle identité à l'intérieur de la parenté, affirme le psychiatre Robert Neuburger dans le même article. Signe des temps et de leur poids numérique, les ex ne sont plus tabous. Au contraire, on les exhibe, on les observe, on les fétichise. Pierre Palmade et Michel Larocque en ont fait un spectacle en 2001, ils se sont aimés, et depuis la liste serait longue des stars affublées de leur par exemple. Autrefois, on se séparait parce que l'on se haïssait. Aujourd'hui, on se quitte parce que l'on ne s'aime plus. On se quitte bons amis si possible. En ces temps d'apologie de la performance, il faut tout réussir, son divorce, et surtout la suite, le passage de la coparentalité à la pluriparentalité, nouveau nom donné à l'entrée des beaux-pères et belles-mères. Plus belle la vie, surtout pour les hommes. Refaire sa vie, l'horizon des possibles enfin ouvert. Mais entre bifurcation et turbulence, changer sa vie suppose des ressources inégalement réparties. Plus belle sera la vie pour les hommes, plus que pour les femmes. Les hommes qui connaissent une rupture refont plus souvent leur vie que les femmes, parce que leurs chances de revivre en couple dépendent moins de leur âge à la rupture, et que la présence de jeunes enfants, surtout s'ils en ont la garde, favorise leur remise en couple, contrairement aux femmes. Les hommes pères de famille inspirent confiance et forcent le respect, ils en deviennent attractifs. Ainsi, un homme a 23% de chances de plus qu'une femme de revivre en couple. Pour les femmes, le fait d'être mère d'un enfant âgé de moins de 10 ans au moment de la rupture réduit de 7% la probabilité de retrouver un conjoint. Effet inverse, moins séduisante est la femme encombrée de sa progéniture. Plus belle sera la vie, plus sûrement pour l'homme diplômé, alors que cela ne changera rien pour la femme. Le diplôme, indicateur indirect du niveau social, suggère qu'une position sociale plus élevée favorise pour les hommes la remise en couple après une première rupture. Ce facteur ne joue guère pour les femmes. Une femme diplômée serait-elle un problème supplémentaire dans la cour des désirs? Je recompose, tu recomposes, elle recompose. Refaire sa vie, ou la continuer? À l'agir créateur de la bifurcation, les sociologues opposent la théorie du cours de la vie. On ne refait pas sa vie, on la continue avec quelques aménagements.
Le recours à cette perspective du cours de la vie permet de replacer la recomposition familiale dans un contexte plus large et de comprendre comment les expériences passées de conjugalité et de parentalité interfèrent avec l'expérience de recomposition. Les auteurs distinguent ainsi 5 formes de recomposition familiale. Des parents rencontrant d'autres parents, c'est-à-dire ayant des deux côtés des enfants, et l'expérience de la biparentalité. Dans cette configuration, les auteurs signalent que le groupe se scinde en deux. D'un côté, les répondants qui semblent avoir la volonté de faire table rase du passé familial et de repartir à neuf dans cette nouvelle union. Ces derniers s'installent alors dans une logique de substitution d'un parent par un autre. De l'autre, ceux qui considèrent que le rôle beau-parental comporte des particularités, notamment le fait que le lien affectif et d'autorité n'est pas le même auprès des beaux-enfants. La posture est alors celle de la négociation des places. Ceux qui deviennent parents au sein d'une famille recomposée. L'expérience de la beau-parentalité précède donc la parentalité. Mais ces personnes ont déjà vécu des expériences de conjugalité, sans enfants, avant de former une famille recomposée. Ceux qui font un passage éphémère en famille recomposée et expliquent cette nouvelle rupture par la difficulté d'endosser le rôle de beaux-parents. Ceux qui enchaînent les transitions familiales sérielles. Généralement parents à un jeune âge, ces derniers rencontrent plusieurs épisodes de recomposition familiale avec enfants. Ceux qui commencent leur vie conjugale en famille recomposée. Il s'agit donc de personnes qui n'avaient aucune expérience de couple avant de former une famille recomposée. Ils vivent ainsi un double apprentissage, celui de la conjugalité et celui de la beau-parentalité. Se fondant sur 3 critères, le statut du répondant, le nombre d'unions et la position de la parentalité par rapport aux autres épisodes familiaux vécus, cette étude montre la variété des parcours et explique en partie les différences de conception du rôle de beaux-parents sur lesquels nous reviendrons. Chapitre 1 – Parents aujourd'hui, beaux-parents demain. De la carte du tendre au salon du divorce. Connaissez-vous la carte de tendre ? Celle inventée au XVIIe siècle par Madeleine de Scudéry qui, dans Clélie, décrit une représentation topographique et allégorique de la conduite et de la pratique amoureuse. On y trouve les agréables villages de Jolivert, Billet-Galant et Billet-Doux. Dans cette sorte de géographie amoureuse se cachent aussi les pièges de l'amour, le lac de l'indifférence, la mer dangereuse des passions, d'où peut venir la rupture. Alors, pour vous protéger, ce petit conseil, Cap à l'ouest ou en Bretagne, taux de divorce 8 à 9%, et ses départements limitrophes, voire dans le sud du Massif central. C'est là qu'il faut aller si vous voulez optimiser vos chances de ne pas divorcer. Non que le temps y soit plus clément, mais la carte du tendre recoupe celle de la religion. Évitez en revanche Paris et son Moulin Rouge et le sud de la France, où les taux de divorce sont respectivement de 15,8% et 16,4%. Gare également aux amis, aux frères et sœurs, car le divorce est un phénomène contagieux, si l'on en croit la très sérieuse enquête de chercheurs nord-américains portant sur 12 000 individus et intitulée avec humour « Se séparer est difficile, sauf si tous les autres le font aussi ». Les chiffres sont redoutables. Les personnes dont un des amis au moins a divorcé voient la probabilité de se séparer dans les 2 ans qui suivent augmenter de 147%. Si c'est un frère ou une sœur, le risque augmente de 22% et de 55% si c'est l'un de vos proches collaborateurs. Pour vivre heureux, vivons cachés. Avez-vous le profil pour lire ce livre ? En 2009, selon le ministère de la Justice, la durée du mariage des personnes ayant divorcé était de 12,3 années, avec un âge moyen pour l'homme de 45 ans et pour la femme de 43 ans et demi. Le quinquennat est critique. Le taux de divorce est maximal après 5 ans de mariage. Vient alors le temps de se rappeler le chant du poète. 2 amants séparés, leur couple à peine formé. Et ils se sont battus, ils se sont expliqués, volet fermé, l'explication fut longue. La bataille de courte durée, et ils se sont quittés. Chacun d'eux était fait pour s'entendre, mais aucun pour écouter l'autre. Tous deux avaient appris dans les mêmes livres les merveilles qu'ils disaient, et comme c'étaient les mêmes merveilles,
aucun d'eux n'était émerveillé. Jacques Prévert. Heureusement, au désenchanté du mariage, le salon du divorce ouvre ses portes. Créé par Anton Bars à Vienne en 2007, puis repris en France en... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.